Houston, ici Jupiter 2, apogée dans T-30. Nous serons en orbite sous peu. Début de la rétrocombustion. Le capitaine Olivier parlait depuis sa capsule. Reçu 5 sur 5 Jupiter 2, en route à vitesse. Vous pouvez commencer la rétrocombustion à votre convenance. Coordonnées verrouillées, répondit la radio. Le capitaine Olivier examina attentivement sa console de contrôle et vérifia ses calculs 2, 3, puis 4 fois, alors que le grondement et les secousses de la navette commençaient à diminuer. Le plexiglas devant lui commença à se désembuer lentement, alors que l'atmosphère s'amincissait rapidement. L'espace, le magnifique vide, s'ouvrait à l'équipage alors que la navette traversait l'atmosphère. 70 km, 80, 90. Nous sommes hors de l'atmosphère. Vitesse à Mach 26, bouclier thermique stable. Carburant nominal, dit Andreas, le pilote, en manipulant soigneusement les commandes de vol. Houston, cible en vue, distance 2, 2-3 km stable. Attente pour visuel, dit le capitaine Olivier en commençant à calculer un point d'interception. Reçu Jupiter 2, la presse attend. Prêt à entrer dans l'histoire? Bien sûr, Houston. Espérons juste que les techniciens avaient eu raison à ce sujet et que toutes 10 ces armes sont inactives. Dit Andreas, serrant un peu plus fort les commandes de vol. Si les techniciens n'étaient pas sûrs à 100%, vous ne seriez pas là, Jupiter 2. Pas besoin d'espérer. Puis-je espérer quand même? À 200 km. Andreas plaisanta, notant la distance. Nous sommes hors de l'atmosphère, début de la rétrocombustion orbitale. 11 G de force, es-tu prête pour ça, Kim? Olivier dit, en regardant sa responsable technique assise derrière lui. C'est pour ça que je me suis entraîné, monsieur. Elle lui sourit, toujours aussi enthousiaste. Il lui rendit son sourire, tout en vérifiant à nouveau ses calculs, 2, 3, puis 4 fois, s'assurant absolument qu'il avait raison. Kim vérifia les siens, et Andreas s'assura que ses commandes étaient aussi réactives que nécessaire. Rétrocombustion dans 3, 2, 1, feu. Le bouton fut pressé, les moteurs s'allumèrent, et en l'espace de 22 minutes, 30% de leur carburant était consommé, et près de 100 000 km de distance étaient déparcourus. Andreas cria d'excitation en atteignant des vitesses que son ancien avion de chasse ne pouvait que rêver d'atteindre. Kim ferma les yeux et se concentra sur des chatons et des chiffres pour atténuer l'impact des forces d'accélération massive appliquées à son corps. Olivier souriait simplement, restant immobile et se concentrant sur un horizon imaginaire. La cible se rapproche rapidement. Début de la combustion arrière à 20%. ETA 50 minutes. Olivier dit alors que la radio crépitait de nouveau. Hessou. Les métriques sont à 108 km de la cible. Les techniciens disent de brûler fort pendant 180. 4 secondes, puis 180 pour l'approche. Cela devrait vous amener là en douceur. Répondit Houston. Andreas utilisa ses propulseurs RCS pour tourner l'engin, faisant face exactement à la direction d'où il venait. Les 3 membres de l'équipage eurent un moment pour regarder la Terre, la belle planète bleue reposant paisiblement derrière eux. « Mon Dieu, j'aimerais que tu puisses voir ça, Houston. Elle est magnifique », dit Kim avec exaltation. Rétrocombustion dans 3, 2, 1, feu. Le bouton est pressé, les moteurs rugissent et la cabine tremble sous 8 G de force alors que la navette décélère. Toute l'opération est menée sur une période d'1 heure, alors que l'engin ralentit à une vitesse de 100 mètres par seconde en approchant de sa cible. Les secousses cessent alors qu'ils coupent leur moteur, engageant les propulseurs RCS de proximité pour contrôler leur approche. Ils sont à peine à 50 km de leur cible maintenant, et sa taille massive devient de plus en plus préoccupante. D'accord, Houston. Le moment de vérité, je commence le streaming maintenant. Vous devez voir cette chose, elle est plus grande que prévu. Andreas parla avec une pointe de peur dans sa voix. « Eh, c'est ma réplique !» dit Kim, brisant la tension avec une blague, c'est ce qu'elle a dit, provoquant un éclat de rire à la radio et dans le cockpit. Le streaming commença, et partout dans le monde, près de 4 milliards de personnes purent de voir avec une clarté parfaite le gigantesque vaisseau-mère qui les visitait depuis plus de 2 siècles. Juste sous 2 miles de long, juste sous un demi-mile de large, et près d'1/4 de mile de hauteur. Les calculs estimaient le déplacement de poids à un peu plus d'1/4 de milliard de tonnes. Et comme l'avaient en supposé les équipes techniques, son immense arsenal d'armes était inactif.
Pour la première fois dans l'histoire depuis son apparition il y a plus de 200 ans, toute l'humanité avait une vue parfaite de lui en 1080p cristallin. La coque peinte d'un gris militaire terne, les bordures peintes d'un argent éclatant, avec ses armes et détails tels que les antennes et les canons en un magnifique or. Parsemés sur la surface de la coque se trouvent les images du logo présumé de la faction, colorées en violet, mélangées à des lignes et des rayures violettes pour donner au vaisseau un aspect plus défini. Il est apparu pour la première fois la veille du nouvel an Pluie 120, surgissant soudainement dans nos cieux et provoquant une panique mondiale. Il a ensuite répété le même rituel tous les 5 ans pendant les 2 siècles suivants. Il se matérialisait au même endroit exact, à la même heure exacte, chaque année, à 9h de Washington, la veille du Nouvel An. Il restait là pendant 7 jours, puis disparaissait à nouveau. C'était toujours le même vaisseau. Mais chaque fois qu'il était vu, il était légèrement plus grand, ou avait un nouvel arsenal d'armes, ou était légèrement plus raffiné dans son design. Au début, cela a provoqué la panique. Les quelques télescopes sur Terre qui pouvaient le voir ont fait grand cas de ces arsenaux d'armes, déclenchant une nouvelle révolution industrielle en raison du besoin apparent de se défendre contre un ennemi manifestement supérieur. Il n'a jamais répondu aux communications, provocations ou même attaques. Il se matérialisait, restait là, puis disparaissait. À mesure que la technologie progressait et que les bellicistes étaient apaisés, une nouvelle motivation a pris le dessus sur l'humanité. Le développement des armes a continué, mais cette fois comme moyen de défense. De plus en plus d'intérêt s'est développé, utilisant les quelques photographies et images détaillées pour tenter de rétroconcevoir ou de réinventer les composants visibles du vaisseau. Cela a conduit à une deuxième révolution industrielle qui a mené à l'ère de l'information. Et maintenant, nous y sommes. Pour le 200e anniversaire, un équipage d'expédition est envoyé pour entrer à l'intérieur et voir ce qu'il est exactement ou à qui il appartient. Ou même s'il est amical. Le monde était à la fois excité et tendu. S'il ouvrait le feu, toutes les nations sur Terre prendraient immédiatement des mesures pour essayer de le vaporiser avec un arsenal toujours croissant de missiles nucléaires anti-vaisseaux. S'il était amical, chaque nation était impatiente de mettre la main sur la technologie. Kim venait du Brésil. Andreas était britannique. Olivier des États-Unis. L'équipage qui a construit la navette et lancé l'opération était une collaboration conjointe avec presque toutes les nations, pouvant épargner soit les ressources, soit les ingénieurs. Tout le monde avait un enjeu dans le jeu ici, et tout le monde était à la fois excité et nerveux. D'accord, début du balayage. Nous sommes à 5 kilomètres. Aucune activité des systèmes d'armes. Aucun signe d'hostilité. Balayage en cours. Olivier dit, traçant le parcours sur son ordinateur 3 fois pour être sûr. Utilisant ses propulseurs RCS, la navette commença à voler autour du vaisseau massif, utilisant une énorme gamme de dizaines de caméras pour enregistrer chaque micromètre de la coque du vaisseau. Une énorme quantité d'informations était envoyée vers la Terre et des dizaines d'équipes à travers la surface de la planète recevaient, copiaient, archivaient et décodaient frénétiquement ces données. Olivier effectua cette tâche avec soin pendant plus de 2 heures, fournissant à l'équipage plus de données qu'il ne pouvait espérer obtenir en un seul balayage. Un gros plan du pont, un gros plan du logo complexe, une photo parfaite des portes du hangar latéral et une photo très soignée mais magnifique de l'arsenal de canons monté à l'avant. Les analystes militaires et les ingénieurs en armement ont maintenant suffisamment de travail pour les laisser sans sommeil pendant des décennies. Les artistes ont maintenant suffisamment d'inspiration pour les occuper pendant des siècles. Les ingénieurs en structure sont déjà à leur table, concevant de meilleurs plans de construction basés sur la coque du vaisseau. Les passionnés d'aéronautique s'imaginent déjà dans les cockpits des chasseurs spatiaux. Les prises de vue haute définition du blindage sont d'une beauté stupéfiante, révélant que chaque plaque de blindage recouvrant la coque avait un motif différent gravé dessus. D'autres plaques avaient des marques de brûlure ou des bosses étranges et déconcertantes causées par des combats ou des météorites qui formaient des motifs complexes. Rarement, quelques plaques de blindage disséminées ici et là avaient des morceaux d'obus d'artillerie ou des projectiles de canon à rails intacts incrustés en elles. Et soudain, le monde entier s'arrêta. Lors d'un balayage du côté tribord, bien que brûlé et endommagé, on pouvait lire très clairement en alphabet anglais
en lettres d'argent. C'était confiné à une seule plaque de blindage juste devant le pont, donc ce n'était pas exactement facile à voir. Les lettres étaient un peu brûlées, mais un nom pouvait être distingué. Sirius. Recluse Arc's Revenge. Cette photographie fit que la planète entière s'effondra soudainement dans un souffle collectif. Des examens plus approfondis autour de l'extérieur du vaisseau révélèrent 3 autres de ces plaques nominatives. L'une lisait « Propriété de l'USSMC », la deuxième lisait « Fabriqué dans les chantiers navals de Juneau, B-47, modèle d'opération 17 ». La troisième et dernière plaque était une plaque commémorative, avec une pierre tombale en acier dessus. Elle était montée directement derrière le pont. Les mots dessus envoyèrent des ondes de choc encore plus grandes que celles ressenties par l'existence même du vaisseau à ce stade. À la mémoire de la chute de New Eden, 2 milliards de vies perdues. Notre vengeance fut absolue. Cela ouvrit une boîte de Pandore massive et des disputes commencèrent à éclater. Ce n'était pas un vaisseau extraterrestre, c'était un vaisseau de guerre fabriqué par des humains. Les spéculations montèrent en flèche et des disputes commencèrent à éclater. La navette commença son chemin vers le côté bâbord du vaisseau, et alors qu'il s'installait pour essayer de prendre des photos de la baie du hangar, elle s'ouvrit. « Houston! Houston! La baie du hangar bâbord s'ouvre. » Andreas crie. « Restez à l'écart, Jupiter 2. Nous ne savons pas ce que cette chose peut faire. » Trop tard. Olivier intervint et les communications se coupèrent alors qu'un bras de docking apparut des portes du hangar, attrapant la navette et la traînant à l'intérieur. La navette se balança et trembla, tout le monde terrifié par leur situation alors que le monde était secoué de désespoir. Les communications se coupèrent et la navette fut traînée dans la baie du hangar. La baie du hangar était très bien éclairée, la peinture intérieure d'un blanc éclatant. Des bandes de danger jaunes et noires marquaient les emplacements de stationnement pour les drones, le hangar capable de contenir 2 grands avions commerciaux. Des dizaines de ce qui semblait être des chasseurs atmosphériques ou spatiaux bordaient la baie du hangar, prêts à être déployés. La porte du hangar se ferma et la navette fut lentement abaissée au sol. Le bruit dans le cockpit se stabilisa lentement, le doux bourdonnement de l'intérieur de la navette étant progressivement remplacé par le grincement mécanique des opérations internes du vaisseau plus grand. « C'est quoi ce bordel, capitaine ? Je n'ai pas signé pour ça !» Andreas dit en luttant avec les commandes. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Le système RCS de la navette avait calé et refusé de démarrer. « Nous sommes morts dans le vide, monsieur. Nous sommes verrouillés hors de nos systèmes. Chaque commande que je donne est bloquée. Je pense que ce vaisseau vient de pirater tout notre système. » Kim dit en essayant désespérément de contrer l'attaque sur son système. Elle frappa frustrée ses mains sur son clavier. « Merde. Je suis complètement verrouillé. » Les portes de la navette se libérèrent et s'ouvrirent. Les ceintures de sécurité se détachèrent et un chemin holographique clair s'ouvrit menant à une porte dans le hangar du vaisseau. Une voix clairement anglaise, s'éleva de l'IA du vaisseau. « La pressurisation est complète. Veuillez procéder au débriefing. » L'équipage était perplexe, déconcerté. La voix répéta à nouveau avec insistance. « Veuillez procéder au débriefing. Suivez le chemin marqué, s'il vous plaît. » Suivant l'ordre qui leur était donné, sans autre véritable choix, l'équipage quitta ses sièges et suivit le chemin marqué. L'air était entièrement respirable, donc il n'y avait pas besoin de grand-chose d'autre. Olivier attrapa son arme, un petit pistolet de calibre 45, et la garda à portée de main. Le trio se fraya un chemin à travers le vaisseau, entrant dans un long tunnel. Entré dans le cœur du pilote. « Veuillez patienter pour le débriefing. » La voix parla alors qu'ils entraient dans une grande salle, dominée par un objet en forme de capsule en son centre. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Kim dit en essayant d'utiliser son ordinateur portable pour le cataloguer. Le trio s'approcha de la grande capsule en forme d'œuf au milieu de la salle et se demanda quoi faire. Une série de bruits métalliques et de grincements d'engrenages commença, remplissant la salle d'un bruit sourd. La capsule se leva, son boîtier s'ouvrit et révéla une vue choquante. Un humain, mâle, très lourdement augmenté avec des tuyaux et des câbles sortant de chaque point de son corps, son visage couvert d'un masque orné et fait à la main. Chaque fois qu'il respirait ou parlait, une série de bulles apparaissaient. L'humain dans la capsule considéra chaque membre de l'équipage d'un regard. « Vous avez mis du temps à arriver ici. Nous attendions beaucoup plus. »« Qui êtes-vous » Andreas demanda. «
Cela fait 200 ans que je n'ai pas eu besoin de m'en soucier. Mon indicatif est Reclusiarche. C'est donc mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Olivier demanda, gardant son arme à portée de main. Il n'y a pas besoin d'être impoli. Reclusiarche lança un regard à Olivier. Une leçon d'histoire peut-être? Les lumières s'atténuèrent, un affichage holographique apparut autour du trio d'aventuriers. Vous dites que c'est l'année 2020. Ce n'est pas le cas. C'est l'année 2320. En 2029, une percée dans le vol spatial commercial a conduit à un exode massif de la Terre. Mars, Callisto, Jupiter et même Pluton sont devenus des colonies. Puis des gens comme moi sont apparus. Les corsaires. L'hologramme montra les images de divers points de l'histoire. Tout ce qu'ils savaient était-il faux? Tout ce qu'ils avaient fait était-il pour rien? Un corsaire est un humain qui a subi un remplacement biocybernétique complet de tous les composants. Un dispositif connu sous le nom de lien synaptique est installé et le pilote est engagé dans un vaisseau. Les dispositifs et la technologie nous ont permis de contrôler directement un vaisseau de n'importe quelle taille aussi facilement que nous contrôlerions notre propre corps. Les pensées deviennent des actions. Les actions se traduisent en vaisseaux de la taille de ville. Des volontaires ont commencé à apparaître de chaque partie de chaque colonie que nous avions. L'hologramme changea pour montrer les événements se déroulant, donnant une bonne idée des sacrifices nécessaires pour subir le processus. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes, permettant à un individu de contrôler un vaisseau de guerre de la taille de Manhattan. Les corsaires ont pris leur envol dans toutes les directions. À la fin du siècle, des dizaines de milliers d'entre nous étaient dans le vide, accomplissant qui sait quoi, faisant ce qu'ils voulaient. Les gouvernements du monde, avides comme toujours, ont décidé de faire ce que les politiciens font toujours. Ils ont essayé de nous contrôler. La guerre civile du système solaire a commencé. L'hologramme montra de courts extraits de discours politiques à moitié sincères et de divagations insensées sur trop de liberté avec trop peu de responsabilité. Diverses images d'émeutes éclatant dans les colonies, de pilotes corsaires arrêtés illégalement. Suivies par une flotte corsaire apparaissant soudainement, anéantissant une flotte de blocus fédéral sans perte. Le gouvernement déclara la guerre. Les corsaires détournèrent les chantiers navals et les actifs de la flotte qui leur avait donné la vie, et disparurent du système. 6 mois après l'exode, nous avons eu le premier contact avec des extraterrestres, un empire qui nous a immédiatement attaqués. New Eden a été anéanti, 2 milliards de vies effacées. Nous avons tenté des négociations. Ils ont répondu par la violence. Nous avons capitulé. Ils nous ont massacrés ou réduits en esclavage. Ils ont trouvé la terre, et bien que les fédéraux aient opposé une défense vaillante, ils n'étaient pas à la hauteur. Les extraterrestres étaient prêts à détruire la Terre avant que les corsaires ne se matérialisent et n'engagent le combat. L'hologramme montra un court-métrage de tous les événements décrits. Une planète se brisant en deux. Des vaisseaux de guerre de conception humaine fondus en scories par de puissantes armes laser. La flotte extraterrestre arrivant à Sol, démantelant une flotte de guerre qui engageait le combat, détruisant des chantiers navals et des usines sur toutes les colonies, tuant des milliards. Enfin, la flotte extraterrestre arriva en orbite terrestre, seulement pour voir son vaisseau amiral soudainement vaporisé. Notre vengeance fut impitoyable. Absolue. Les corsaires, limités uniquement par l'imagination, revinrent chez eux avec un rugissement tonitruant de vengeance, de rage et de haine. Non entravés par des règlements ou des règles, ils surpassaient largement les extraterrestres. Ils les chassèrent, anéantirent leur flotte complètement, puis commencèrent une dévastatrice campagne de destruction. Aveuglés par la rage, ils tracèrent un sillage dévastateur de mort et de destruction à travers la galaxie, la nettoyant de toute vie. Au moment où ils revinrent de leur croisade, les dommages causés à la Terre-Mère étaient suffisants pour nous ramener à l'âge médiéval. L'hologramme montra un montage de destruction impitoyable, alors que des dizaines de flottes étaient vaporisées par une force écrasante. Des centaines de planètes étaient nettoyées de toute vie ou simplement brisées par rage. 60 ans d'histoire passèrent alors que l'hologramme montrait les corsaires nettoyant la galaxie de toute vie sentiente. L'hologramme montra les corsaires revenant en grand nombre près de l'orbite terrestre, seulement pour être accueillis par une espèce qu'ils avaient mis trop de temps à sauver. Un monde régressant à l'âge des mousquets et des murs de châteaux. Aveuglés par la rage, nous avons oublié d'où nous venions. Maintenant, nous attendons tous en silence au-dessus des restes des tombes que nous avons créées
espérant que ceux que nous avons laissés derrière nous nous pardonneront pour ce que nous avons fait. Nous ne regrettons pas nos attaques contre l'ennemi. Nous regrettons de ne pas être rentrés chez nous pour aider. L'hologramme s'arrêta et les lumières se rallumèrent. La salle resta silencieuse pendant 10 bonnes minutes, tandis que les gens assimilaient les informations qu'ils venaient d'entendre. 300 ans d'histoire humaine étaient perdus. Tout ce temps, c'était là-haut. Alors, et maintenant ? Andreas demanda, toujours abasourdi. Un petit bras mécanique apparut du sol tenant un appareil de quelque sorte. Prenez ce disque dur. Rentrez chez vous. Réfléchissez, délibérez, considérez. Nous attendrons que vous réclamiez votre place dans le vide.